C'est bon. Bonjour à vous, Éric Servat, et merci de bien avoir voulu répondre favorablement à notre invitation. Vous êtes hydrologue et vous vous intéressez aux recherches transversales analysant les changements globaux et les ressources en eau, générateurs de réfugiés climatiques. Directeur de recherche à l'IRD, vous avez dirigé le laboratoire Hydrosciences à Montpellier entre 2001 et 2014. Vous êtes actuellement directeur du Centre international UNESCO sur l'eau, créé à Montpellier en 2021, et directeur de l'Observatoire des sciences de l'univers à Montpellier. Sauf erreur de notre part, il n'y aurait que 3 centres de l'UNESCO sur l'eau dans le monde. Alors, un nom que je reprends tel quel, IC Reward Montpellier réunit autour des sciences de l'eau près de 400 chercheurs et 150 doctorants appartenant à 15 unités de recherche. Lors de votre séjour en Côte d'Ivoire, vous avez pu, à travers l'éradication de la mouche Stimuli, c'est ça ? Stimuli, oui, utiliser la pluridisciplinarité comme générateur de progrès dans la recherche, pluridisciplinarité essentielle pour la recherche elle-même. La mission confiée par l'UNESCO couvre l'étude de l'eau sous tous ses aspects en Occitanie, parcours méditerranéen et Afrique. Votre souhait est de renforcer et développer les liens entre sphère académique et sphère socio-économique. Vous êtes depuis 2012 vice-président du pôle de compétitivité sur l'eau Aquavalley. Nous sommes tous consommateurs d'eau, élément indispensable à la vie. Pendant un temps immémoriel, il y a eu de l'eau en abondance en France. Aujourd'hui, quand les médias s'emparent du sujet, c'est pour nous décrire des périodes d'extrême sécheresse en été et d'inondations catastrophiques en hiver. Ce ne sont que des constats, alors que nous avons besoin de l'hydrologie pour comprendre le phénomène en cours et proposer des solutions ou à défaut des axes de travail pour évoluer favorablement face à cette pénurie d'eau qui s'annonce en Europe, mais déjà existante en Afrique. Éric Servat, vous avez la parole. Ça marche, c'est bon. Je vous remercie. Je vous remercie. Donc, d'abord, je vous remercie de m'avoir invité. Il y a une éternité que je n'étais pas revenu à Toulon. J'ai été, il y a très longtemps, un élève du lycée Péresc ici. Voilà, mais il y a vraiment très longtemps. J'étais en classe de 4e, c'est tout vous dire. Et je m'en souviens parce que c'est en 4e, donc, dans ce lycée, que j'ai attaqué l'étude du grec ancien. Voilà. Parce qu'à titre personnel, avant de faire des sciences, j'ai fait beaucoup de... Je suis plutôt un littéraire, sur le fond. Voilà. Vous savez tout. En tout état de cause, il faut que depuis, j'ai voyagé un peu partout dans le monde, mais je n'avais pas eu l'occasion de revenir à Toulon. Et donc, je suis très heureux d'être là ce soir. Alors, effectivement, on va parler de choses qui sont... Je ne sais pas si c'est lui. Non ? Est-ce qu'il ne faut pas arrêter celui-là ? Ah, peut-être. Voilà, ce sera peut-être mieux comme ça. On va parler d'un certain nombre de choses. Je vais commencer d'ailleurs par vous dire un petit mot de ce qu'est un centre international de l'UNESCO, parce que finalement, on n'a pas l'habitude de ce genre d'outils. Or, c'est des choses qui permettent de faire énormément et dans tout un tas de domaines. Alors, vous l'avez dit, j'ai finalement aujourd'hui un parcours qui fait que... Alors, je suis un scientifique à la base, je suis hydrologue, c'est ma formation. Les 2 doctorats que j'ai passés sont des doctorats d'hydrologie. Et puis je suis rentré dans un institut de recherche qui s'appelle l'IRD, qui est l'Institut de recherche pour le développement. Et je suis allé travailler en Afrique. Et croyez-moi, quand on travaille en Afrique, et en particulier dans les zones sahéliennes ou subsahéliennes, on comprend rapidement quelle est la valeur de l'eau. Et je pense que ça a formaté un certain nombre d'éléments de mon parcours
personnel, j'avais grandi en Afrique en partie. Je n'ai pas passé toute ma jeunesse à Toulon, mais j'avais aussi grandi en Afrique et tout ça, je crois que ça contribue à nous construire et à mettre l'accent sur un certain nombre de choses. Et puis voilà, puis je suis rentré en France et puis on m'a confié des responsabilités et j'ai construit un certain nombre de choses, et en particulier le centre UNESCO de Montpellier. Mais, et c'est pour ça que je suis très heureux ce soir, moi je fais partie des scientifiques qui aiment faire sortir la science des laboratoires. Une science qui reste confinée dans ses laboratoires, je pense que ça n'a que peu d'intérêt. La science, elle doit être là, elle doit être disponible, elle doit apporter des éléments de connaissance, et ces éléments de connaissance, il faut qu'ils soient partagés. S'ils ne le sont pas, ça n'empêche pas un certain nombre de choses, mais je trouve qu'on perd une partie de tout ça. Et puis donc en 2021, en février 2021, donc on a lancé le premier centre international UNESCO sur l'eau qui existe en France, le premier et le seul. Alors c'est pas tout à fait 3 centres de l'UNESCO dans le domaine de l'eau, c'est 3 centres internationaux de l'UNESCO en France, mais tout domaine scientifique confondu. Il y en a un qui existe pas très loin d'ici finalement, à l'université de Nice Sophia Antipolis, qui existe depuis le milieu des années 70. Les collègues qui travaillent dans ce centre-là, ils font des maths, et uniquement des maths, pures, appliquées, mais que des maths. Et puis pendant presque 50 ans, il n'y a pas eu de création de centre international UNESCO en France. Il y a eu des créations de chaires UNESCO. Et les chaires, c'est beaucoup plus simple. Les chaires, si vous avez une bonne idée, une bonne équipe, vous arrivez à faire valider votre process de création de chaires assez rapidement. Lorsque vous voulez créer un centre international, en fait, vous montez tout le projet et puis vous retournez vers votre gouvernement. Et c'est le gouvernement de votre pays qui dépose officiellement. Donc on rentre dans un processus qui est un processus très formalisé, très officiel, très diplomatique, etc. Et donc c'est ce qu'on a fait pour créer le centre à Montpellier. Et puis peu de temps après, il y a donc un 3e centre qui s'est créé en France. Et pour l'instant, il n'y en a donc que 3. Dans ce centre, un des membres fondateurs et membre du conseil d'administration, c'est sans doute quelqu'un dont vous avez déjà entendu parler, qui est Jean Jouzel, ce grand climatologue français. Et ce centre, c'est Education for Climate, donc c'est destiné à former, et en particulier les plus jeunes aux questions climatiques. Et donc nous avons créé un centre avec un acronyme que vous avez parfaitement prononcé, ICIRI World. On a l'impression finalement quand on regarde les acronymes des centres UNESCO dans le monde qu'il y a une espèce de compétition à celui qui aura l'acronyme le plus imprononçable. Il y a un petit peu de ça. Vous en avez dans lesquels il n'y a aucune voyelle. Ah, ça c'est quand même, c'est pas facile. Hein. Mais voilà, donc nous ce qu'il faut mettre, ce qu'on met en avant dans le cadre de ce centre, c'est l'interdisciplinarité. Et l'interdisciplinarité, c'est je pense la force de la communauté des sciences de l'eau de Montpellier. C'est d'être capable de rassembler et de faire travailler ensemble. Il ne s'agit pas uniquement de rassembler, mais il s'agit de faire travailler ensemble des gens qui ont des compétences très différentes. Je vais vous montrer ça juste après. Donc nous existons officiellement. Le premier conseil d'administration s'est tenu le 2 février 2021, donc à quelques jours près, on fêterait notre 3e anniversaire et m'a nommé directeur à cette occasion. Et donc, alors, depuis, on s'est un petit peu agrandi et aujourd'hui, on a 17 laboratoires et on a 470 scientifiques et à peu près 190 doctorants dans nos laboratoires. C'est capricieux. Il est capricieux. C'est la plus importante communauté organisée. L'autre micro. Tout est éteint. La main. La main ? Oui, c'est peut-être ça. Ah bon, Je sais pas. peut-être. Donc c'est la plus importante communauté scientifique du domaine de l'eau qui soit structurée à ce niveau-là. Et donc vous voyez qu'il y a 17 laboratoires, mais on a aussi derrière nous 13 institutions qui nous soutiennent, 13 universités, écoles d'ingénieurs et organismes nationaux de recherche, ce qui fait du
du directeur du centre UNESCO. En plus, c'est aussi une dimension forte à l'UNESCO. Aujourd'hui, plus un diplomate qu'un hydrologue quand il s'agit de discuter tous les jours avec tous ces interlocuteurs qui ont tous évidemment des objectifs, des stratégies, et il faut essayer de créer une synergie à partir de tout ça. Et puis donc, c'est ça qui est important. Alors, je ne sais pas si vous verrez tout très nettement du fond de la salle, mais ce que je voulais souligner ici, c'est le fait que voilà, c'est la plurie et l'interdisciplinarité. La plurie, vous voyez que vous avez ici tous les domaines scientifiques dans lesquels, à Montpellier, nous avons des chercheurs ou des enseignants-chercheurs qui travaillent, qui sont impliqués. Et donc ça va depuis des choses qui sont finalement des sciences dures, hein. Par exemple de l'hydrologie. Moi je suis hydrologue, mais je suis un hydrologue modélisateur, je viens plutôt des maths et de la physique. Et on va jusqu'à finalement le droit, la sociologie. On a aussi on a quelques anthropologues, on a des gens qui sont des biochimistes, on a des gens qui sont des géochimistes, des microbiologistes, etc. Et donc on a cette capacité finalement à rassembler des spécialistes dans quasiment tous les domaines qui permettent d'aborder les questions de l'eau de manière intéressante, dans la mesure où l'eau est quelque chose de tellement transversal que vouloir l'aborder sous un angle unique n'a finalement que peu d'intérêt. Et ce qu'on a réussi à faire, alors on s'y est attelé, on avait déjà commencé ce travail avant de devenir un centre international de l'UNESCO, mais ce qu'on a essayé de faire et ce à quoi on arrive aujourd'hui, c'est de faire en sorte que ces gens de différents domaines travaillent ensemble. Et je ne sais pas si vous avez l'habitude du monde scientifique, mais il y a quand même beaucoup de gens qui sont très individualistes dans leur démarche. M. Schweitzer, qui était l'ancien patron de Renault, puis ensuite qui a été au commissariat général à l'investissement, expliquait que pour faire en sorte que les scientifiques travaillent ensemble, le défi était à peu près du même niveau que celui de faire marcher d'un même pas un troupeau de chats. Et je trouve que l'image est assez juste finalement quand je connais mes collègues. Voilà. Donc en tout cas, voilà, à Montpellier, on a réussi, je ne vais pas dire que c'est simple tous les jours, mais en tout cas, on y arrive, on fonctionne, les gens travaillent ensemble, se connaissent, les équipes ont appris à travailler ensemble, et donc on a une capacité d'approche des problématiques qui est pluri- et interdisciplinaire. Et donc, comme on est un centre international de l'UNESCO, on travaille beaucoup à l'international. Et donc, on a en peu de temps réussi à développer et à mettre au point des interactions de différents domaines, hein, soit à travers des projets de recherche qu'on finance dans le cadre du centre, soit à travers des workshops, soit à travers des écoles d'été, des écoles de terrain, etc., des mobilités entrantes, sortantes. Et là, par exemple, on vient de démarrer la mise sur pied d'une plateforme internationale de doctorants, l'idée étant finalement de permettre à des étudiants qui sont en thèse, donc sont de jeunes scientifiques, leur permettre de, tout en travaillant à leur doctorat, de commencer à travailler en réseau avec des gens dans le monde entier qui ont le même type de problématiques, mais qui vont les aborder de manière différente, parce que les questions par exemple, d'aridité, de sécheresse, de difficulté d'accès à la ressource en eau, de législation éventuellement, de réglementation, vous n'allez pas les aborder de la même manière selon que vous êtes en Europe, dans un pays sahélien, en Amérique du Nord, etc. Donc l'idée, c'est de permettre, comme ça, à des cohortes d'étudiants en thèse, de pouvoir commencer à travailler avec les autres, se construire un réseau, et puis surtout s'imprégner de ces dimensions extrêmement importantes dans tout ce qui touche à l'eau, qui est cette dimension interdisciplinaire et la dimension culturelle. On y reviendra. Voilà, c'était juste les quelques mots que je voulais vous dire à propos du centre UNESCO, dans la mesure où c'est un objet assez rare. Alors, donc il en existe une petite trentaine dans le monde, mais vous en avez une quinzaine de réellement efficaces. L'UNESCO souhaitant parfois fermer ceux dans lesquels il ne se passe plus rien, mais dans la mesure où c'est un gouvernement qui a engagé une démarche de manière officielle auprès de l'UNESCO, c'est toujours très compliqué de faire comprendre à un gouvernement qu'il a un centre qui ne fonctionne pas vraiment très bien. Voilà.
et donc ils ont du mal à fermer ce qui ne marche pas toujours très bien. Voilà, celui de Montpellier doit être aujourd'hui dans les 3-4 plus importants au niveau international. Alors si on se recentre maintenant sur les questions de ressources en eau, ce qu'il faut vraiment avoir présent à l'esprit, c'est que les ressources en eau, évidemment, c'est un sujet qui est un sujet extrêmement ancien. Depuis toujours, finalement, les humains se sont posé des questions à travers la disponibilité de l'eau. L'eau a façonné les paysages, mais l'eau a aussi construit nos sociétés. Nous nous sommes construits par rapport à l'eau. Et donc cette question de l'eau, c'est une question qui est absolument essentielle. Et on voit, ici vous avez des ruines de barrages qui datent du 1er siècle, qui sont en Syrie, et on voit que déjà à l'époque, finalement, et c'était vrai avant, il se trouve que j'avais ces photos disponibles, mais c'était vrai avant, se poser la question du stockage, question qui aujourd'hui est une question, je ne veux pas dire tabou, mais presque, puisqu'on n'a plus le droit, ou c'est extrêmement difficile, simplement d'avoir un débat serein autour des questions liées au stockage de l'eau. Donc c'est vraiment un sujet qui est un sujet très ancien et qui préoccupe les sociétés humaines depuis fort longtemps. Incontestablement, et on le voit, et on le sent, et on en est presque touché physiquement, on comprend maintenant sans difficulté que la gestion des ressources en eau et des écosystèmes aquatiques qui vont avec, c'est vraiment un des grands défis que nous aurons à relever collectivement dans le cadre des décennies qui viennent. Alors, il y a quelque chose que j'ai trouvé assez, comment dire, assez intéressant. J'ai repris ici une déclaration de M. Matsuura, qui a été directeur général de l'UNESCO au tout début des années 2000, parce que finalement, ce qu'il disait il y a une vingtaine d'années, d'une certaine manière, eh bien, pratiquement, on peut ne changer aucun des mots dans ce qu'il a écrit là. Vous voyez, en dépit de l'importance de l'eau au regard de tous les aspects de la vie humaine, nous en avons besoin, nous sommes composés aux 2/3 d'eau, on peut se priver de manger pendant plusieurs semaines, en revanche, au-delà de 3 jours sans boire, votre vie est en danger. Donc c'est vraiment à tous les niveaux. Et puis c'est essentiel pour tous les secteurs de l'activité, économique, industrielle, agricole, etc. Donc voilà. Eh bien, en dépit de tout ça, le secteur est affecté par un manque chronique de soutien politique. Alors, je pense que les difficultés arrivant, ça va sans doute un petit peu changer. Mais jusqu'à présent, finalement, quelles sont les politiques, et je ne parle pas uniquement de la France, mais qui se préoccupaient de la question de l'eau? Pas grand nombre. Une gouvernance inadaptée. Alors nous, on a un système qui a finalement pas si mal fonctionné, mais il y a beaucoup d'endroits dans le monde où, effectivement, la gouvernance est totalement inadaptée. Nous, on a peut-être aujourd'hui besoin de simplifier un peu notre mode de fonctionnement en termes de gouvernance, mais globalement, on a un modèle avec les agences de l'eau, les agences de bassin qui a plutôt bien fonctionné jusqu'à présent. Et puis un important sous-investissement, et en particulier un sous-investissement économique, et ça, pour le coup, nous n'y avons pas échappé en France, quand on voit l'état de nos réseaux, dans lesquels on perd en moyenne 20%, par exemple, dans les réseaux d'adduction d'eau potable. Voilà, et donc il soulignait l'urgence d'un plan d'action si l'on souhaite éviter une crise mondiale de l'eau. Nous y sommes, les problématiques de l'eau se posent aujourd'hui, les problématiques liées à l'eau sont devenues un élément incontournable, ça fait régulièrement la une des journaux télévisés, etc. Et donc on se trouve dans une situation qui est une situation assez compliquée. Alors si on revient ici à la réalité à laquelle nous devons faire face, vous avez ici des choses qui sont en proportionnalité. Vous avez la sphère qui représente notre planète, et vous avez cette sphère-là qui est la sphère qui représente tout le volume d'eau disponible sur la planète. Tout le volume. Alors, on a l'impression qu'il y en a beaucoup plus que ça, parce qu'en fait, l'eau recouvre 72% de la planète Terre. Mais finalement, les fonds marins, même s'ils nous semblent, les abysses marins nous semblent absolument d'une profondeur absolument incroyable, on dépasse rarement la dizaine de kilomètres. Et donc ça fait un volume, au bout du compte, qui est
par rapport à la sphère qui est notre planète, n'est pas si important. Et là, vous avez toute l'eau, eau salée et eau douce. Et puis ici, vous avez cette petite sphère-là, c'est l'eau douce. Déjà, on change. Et je parle vraiment de l'eau douce qui est disponible pour tous les êtres humains et pour toutes les activités, pour tous les écosystèmes. Voilà, c'est l'eau douce. Et dans cette eau douce, vous avez, je ne sais même pas si vous la voyez, une toute petite ici, une toute petite sphère ici. Ça, c'est l'eau qui nous est facilement accessible pour l'ensemble de l'humanité et pour l'ensemble de la planète. Parce qu'évidemment, dans cette eau-là, vous en avez toute une partie qui est gelée, qui est dans le permafrost, voilà, donc il y a une partie qui ne nous est pas facilement accessible. Ce qu'il y a dans les lacs et les rivières, c'est ça. Et grosso modo, c'est quand même avec ça qu'on se débrouille principalement. Donc, on voit bien qu'il est, c'est quelque chose à quoi il va falloir faire attention. A fortiori parce que, comme vous le savez sans doute, on ne crée pas d'eau. Le volume d'eau à la surface de la planète, sur notre Terre, est un volume constant. Alors, il passe par différents stades. Hein. Il y a de l'eau liquide, il y a de l'eau dans les nappes, il y a de l'eau glacée, il y a de l'eau sous forme de vapeur d'eau, mais tout ça représente un volume constant. À l'intérieur de ça, les proportions peuvent varier selon l'état de l'eau, vapeur, solide, liquide, mais le volume lui-même est constant. On n'en crée pas. Vous buvez, nous buvons la même eau que celle que les dinosaures buvaient il y a des dizaines de millions d'années. C'est exactement la même. Elle a été recyclée un grand nombre de fois, mais c'est la même. On ne crée pas d'eau. Donc, il faut vraiment y faire attention. Ici, je vous ai mis juste une représentation, un bloc diagramme qui représente le cycle avec je ne vais pas vous faire un cours d'hydrologie et de cycle hydrologique, hein, je vous rassure. Mais voilà, donc il y a une forme de complexité. On a une image d'un cycle hydrologique, voilà, il pleut, ça ruisselle, ça s'infiltre, ça s'évapore, et puis ça recommence. Dans les grandes lignes, c'est ça, effectivement. Mais bon, vous voyez qu'il peut y avoir différents types d'éléments qui viennent intégrer ce cycle hydrologique. Et puis à ça, vous allez rajouter les usages que nous en faisons, les détournements de ressources d'un endroit à l'autre, etc. Et donc ça va complexifier ce cycle hydrologique et les différentes étapes de ce cycle hydrologique. Alors si on regarde un petit peu plus en détail, donc on a à peu près 1,4 milliard de kilomètres cubes d'eau à la surface de la planète, mais comme je le disais tout à l'heure, finalement vous avez moins de 3% de l'eau qui est de l'eau douce, et dans ces 3%, ces 3%-là, vous avez 2,1% qui n'est pas facilement accessible, et vous avez moins de 1% qui correspond à cette eau qui nous est facilement accessible. Moins de 1%. Au-delà, je dirais, de la rareté de la ressource, vous avez quelque chose qui va avec la question de l'eau, c'est l'inéquité, l'inégalité de sa répartition. Parce que finalement, si cette eau-là était disponible partout de la même manière, on n'aurait pas trop de problèmes. Et ce n'est pas le cas. Il y a des endroits où la grande difficulté, c'est la sécheresse, c'est l'aridité, c'est la difficulté de l'accès à la ressource. Puis vous avez d'autres endroits où les difficultés, c'est de se prémunir finalement contre des précipitations surabondantes et violentes, et les crues, les inondations qui vont avec et qui font des dégâts terribles. Et je ne parle pas uniquement de submersion, je parle aussi d'érosion par exemple. Et donc on a cette inégalité. Voilà, vous avez 60% de la ressource qui est partagée par quelques géants. Là, voilà, le Brésil, la Russie, l'Indonésie, la Chine, le Canada, les États-Unis, Colombie, Pérou, Inde, tout ça sont des grands bassins versants dans des régions parfois difficiles d'accès. Et à côté de ça, vous allez avoir des endroits dans lesquels il n'y aura pas d'eau, il pleuvra entre
le mois de juin et puis le début du mois de septembre, et puis ensuite plus une goutte d'eau pendant une dizaine ou 9 à 10 mois. Voilà. Donc c'est ce qui rend les choses difficiles et ce qui rend notre perception de l'eau complètement différente selon qu'on va habiter au Burkina Faso ou en Amazonie, c'est cette inégalité de répartition et donc le fait que nous allons nous-mêmes avoir une réaction différente et une culture différente par rapport à l'eau. Et puis, il y a un certain nombre d'éléments qu'il faut prendre en compte finalement aujourd'hui dans notre évolution, dans l'évolution de l'humanité sur la planète. C'est la démographie et l'urbanisation. Je ne parle même pas du changement climatique. Le changement climatique, il impacte tout. On voit quels sont les dérèglements auxquels nous conduisent les effets du changement climatique. Et on le voit en France en particulier ces quelques dernières années. Mais globalement, à la surface de la planète, vous avez, je crois qu'on a franchi le cap des 8 milliards d'habitants, me semble-t-il, en novembre 2022. Et on arrivera grosso modo en 2050 à 10 milliards, à peu de choses près, même si après, je crois que les sondes de démographes prévoient qu'il y aura plutôt à nouveau une baisse de la population. Mais en tout cas, en 2050, on devrait être à peu près 10 milliards d'habitants sur la planète. Ok, donc ça fait 2 milliards. Ça fait 2 milliards, mais ça fait 25% de population en plus, en l'espace d'une trentaine d'années. Donc c'est absolument considérable parce que c'est des gens à qui il va falloir fournir de l'eau pour vivre, pour boire, pour leur hygiène. Il va falloir fournir de l'eau pour pouvoir développer une agriculture qui va les nourrir. Il va falloir les loger, il va falloir les vêtir, etc. Et aucune de ces actions-là n'est, indemne de ressources en eau. Donc, on a une complexité forte qui est liée à cette croissance de la population mondiale. Et puis, il y a un autre point qui est important, qui est que le monde s'urbanise. Et le monde s'urbanise, alors vous allez me dire, oui, mais c'est vrai dans les pays dits développés. Non, c'est vrai partout. Alors, cette urbanisation se fait dans des formes qui sont extrêmement différentes. Une urbanisation à peu près contrôlée, je dis bien à peu près contrôlée dans les pays occidentaux, et une urbanisation, pour le coup, très faiblement contrôlée, par exemple dans beaucoup de pays du Sud. Quand vous regardez ce qui se passe sur le continent africain aujourd'hui, j'étais encore à Dakar il y a quelques semaines de ça, vous voyez notamment des capitales qui se développent à très grande vitesse. Et le problème, c'est que derrière, vous avez des infrastructures qui ne suivent pas. Et donc, vous avez des problèmes pour les populations qui viennent souvent, d'ailleurs, déjà s'entasser en périurbain, dans des conditions de très grande précarité. Vous avez des problèmes d'accès à l'eau, à une eau de qualité. Vous avez des problèmes d'accès à des réseaux d'assainissement pour éviter de polluer sur place les ressources qu'on va pouvoir utiliser. Et les taux de croissance sont tels que si nous étions nous-mêmes confrontés à de tels taux de croissance, je ne suis pas certain que notre politique de la ville arriverait à suivre parfaitement les implications. Et vous avez deux choses. Vous avez donc des gens qui quittent leur région dans lesquelles elles sont souvent implantées depuis des années, plusieurs générations, donc des générations, souvent pour de mauvaises raisons. Aujourd'hui, vous avez l'insécurité, la guerre, le djihadisme dans un certain nombre de régions, le terrorisme, et puis notamment dans les régions sahéliennes. Et puis vous avez en plus la désertification, donc la dégradation des sols. Et dégradation des sols, ça veut dire que ce sont souvent des populations qui sont des populations agro-pastorales en termes d'activité. Eh bien, elles ne peuvent plus cultiver, elles n'ont plus les moyens d'élever leur bétail, donc elles viennent s'entasser dans des villes dont elles ne maîtrisent pas les codes. Voilà. Et puis vous avez un autre type de population en milieu urbain, c'est l'émergence d'une classe moyenne. Et là, mécaniquement, automatiquement, quand votre niveau de vie augmente, vous êtes plus gros consommateur d'eau que vous ne l'étiez précédemment. Donc, à la fois l'augmentation de la population et à la fois l'augmentation de cette urbanisation, c'est une contrainte supplémentaire sur les ressources en eau. Vous avez aussi, finalement, ce qu'on voit, c'est que vous avez une augmentation, en particulier pour
satisfaire les besoins de l'agriculture, les besoins de l'industrie, les besoins en eau potable. Et cette augmentation-là, elle ne va faire que s'accroître. Vous voyez, on pense que par rapport à 2020, on va avoir un peu plus de 50% de demandes en eau douce supplémentaires. Le niveau de vie des gens augmente, les besoins de la population qui s'accroît augmentent, etc. Donc on va solliciter de façon importante cette ressource en eau. Actuellement, ce n'est pas tout à fait le cas chez nous, on est sur des chiffres un peu différents, on les verra tout à l'heure, mais globalement, à l'échelle mondiale, si on regarde les choses, vous avez 70% d'eau consommée par l'agriculture. Vous avez, et là je parle de consommation, vous avez à peu près 11% pour les usages domestiques et 20% pour l'industrie. Ça je vais passer parce que j'en ai déjà parlé. Donc vous avez un stress hydrique qui est important et un stress hydrique qui va augmenter parce que la ressource dans beaucoup d'endroits se raréfie, compte tenu notamment de l'évolution climatique, mais elle est de plus en plus sollicitée. Et donc vous allez avoir une demande, si vous avez une demande en eau qui est constante, vous allez augmenter le stress hydrique dans bon nombre de régions du monde. Donc ça, c'est un premier constat qu'on peut faire par rapport finalement à la ressource et à sa disponibilité. Et puis on a évidemment quelques éléments qui s'ajoutent à ça et qui sont liés au changement, au dérèglement climatique. Vous avez notamment le fait que aujourd'hui, avec la hausse des températures, eh bien vous avez, on le constate, moins 20% de ressources en eau pour 7% de la population mondiale. Et ça va continuer comme ça au fur et à mesure que les températures vont augmenter, vous allez avoir moins d'eau disponible. Ce qu'il faut savoir, c'est que 1% de température, une atmosphère plus chaude de 1%, c'est 7% de vapeur d'eau stockée en plus. Et donc cette vapeur d'eau, elle ne va pas redescendre, ou elle ne redescendra finalement facilement. Par exemple, si je prends le cas des événements méditerranéens, vous avez une atmosphère qui se réchauffe, donc vous avez plus de vapeur d'eau qui est stockée dans l'atmosphère. Vous avez en même temps, par exemple, une mer Méditerranée qui se réchauffe. Vous avez donc un système qui, sur le plan thermodynamique, est quasiment en ébullition. Et donc, vous allez avoir, quand les circonstances sont favorables, ces fameux événements méditerranéens, Cévenol, etc., qui sont des rencontres entre des masses froides et des masses chaudes, eh bien, dans les masses chaudes, vous aurez stocké plus d'eau. Et donc, ce qui explique, en partie, ce qu'on attend en matière d'intensité plus élevée dans le cadre de ces événements, qui sont déjà des événements à intensité de précipitation très élevée. Donc, on a un lien direct, finalement, entre le réchauffement climatique et la violence, l'intensité des événements extrêmes que nous connaissons dans notre région. Le dérèglement climatique, vous avez des phénomènes météo extrêmes qui sont déjà responsables de 90% des catastrophes majeures, et vous avez un bon tiers de ces catastrophes majeures qui sont des inondations. Des inondations, mais pas des inondations, des inondations extrêmement importantes, des crues parfois dévastatrices, avec un impact humain qui est parfois malheureusement tragique. Donc le lien là aussi est extrêmement fort. Autre élément qui est directement lié au dérèglement climatique, qui vient donc impacter le cycle que nous connaissions relativement régulier, en tout cas attendu d'une certaine manière. Ça ne se produit pas de la même façon selon qu'on est en Méditerranée ou en Suède ou dans le Sahel ou en Amérique du Nord, mais on avait jusqu'à présent finalement des cycles qu'on connaissait, qu'on avait identifiés. Ces cycles sont complètement perturbés, et c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Dans certaines régions, ça s'ajoute à d'autres choses, mais dans certaines régions, vous avez la désertification, et je vous rappelle que la désertification, ce n'est pas juste l'augmentation des températures et l'aridité, c'est la dégradation des sols. La définition première de la désertification, c'est la dégradation des sols. Et donc, dégradation des sols dit impossibilité de poursuivre des activités de nature agro-pastorale. Et donc, vous avez des gens qui fuient les régions dans lesquelles ils vivaient depuis longtemps. Vous avez des enjeux qui sont des enjeux multiples, des enjeux variés. Et donc,
on va en balayer quelques-uns. Je regarde un petit peu, je surveille un peu, savoir où j'en suis. Vous avez des enjeux environnementaux, vous avez des enjeux de sécurité alimentaire, vous avez des enjeux qui sont des enjeux sanitaires. Encore une fois, l'eau est partout. Pendant très longtemps, finalement, elle était partout, donc elle n'était nulle part, parce qu'on n'en manquait pas. Et c'était une évidence, finalement, d'avoir de l'eau tous les jours dans un robinet, une eau de qualité en plus, voilà. Mais donc, quand vous êtes partout, d'une certaine manière, vous êtes nulle part parce que vous devenez invisible. Et en fait, aujourd'hui, on se rend compte que dans tous les domaines, il y a des enjeux et des enjeux qui sont importants. Si on regarde un petit peu, vous avez des enjeux environnementaux, par exemple. Le constat qu'on fait aujourd'hui, c'est que vous avez à peu près la moitié des grands fleuves et des lacs mondiaux qui sont pollués. Vous avez la moitié des zones humides qui a disparu depuis le début du XXe siècle. Ça, c'est pas toujours lié à des questions qui sont des questions climatiques. C'est aussi lié parfois à des choix qui ont été faits, par exemple d'assécher des zones humides pour leur donner un autre type d'usage. Mais ça, évidemment, sur la biodiversité qui a diminué de 50% dans les eaux douces. Et puis on a des aquifères qui sont de plus en plus surexploités et qui peuvent être pollués quand on n'y prend pas garde. Vous avez des enjeux qui sont des enjeux alimentaires. 40% de l'alimentation mondiale est produite par des systèmes d'agriculture irriguée. Et donc, qui dit agriculture irriguée dit prélèvement sur la ressource. Et c'est pour ça que l'agriculture irriguée représente à peu près 70% des prélèvements mondiaux, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc il va falloir travailler là-dessus, il va falloir essayer d'optimiser le plus possible cette irrigation partout où elle est nécessaire. Et puis il va falloir trouver parfois des ressources dites alternatives. Vous savez, en ce moment on parle beaucoup de la réutilisation des eaux usées traitées. Cette réutilisation des eaux usées traitées pour lesquelles un certain nombre d'aspects réglementaires sont en train, en France, de s'assouplir. Les contraintes se desserrent un petit peu. Par rapport à d'autres, on est très en retard. Alors vous me direz, il y a des endroits, les réglementations ne sont pas les mêmes, etc. En Israël, on est à 85% de réutilisation des eaux usées traitées. À Singapour, on est à 40 ou 45%, ou en tout cas l'objectif c'est 45%. Et puis en Europe, quand on regarde les choses, en France, en Italie, on est entre 8 et 10%, et en Espagne, on est entre 13 et 15%. Et en France, on est à moins de 1%. Pourtant, on est théoriquement régi par les mêmes directives cadres européennes. Et la directive cadre sur l'eau européenne a été utilisée par nos amis italiens et espagnols pour réutiliser ces eaux usées traitées. Mais en France, vous connaissez notre administration, et donc on a non pas simplement une transposition des directives dans notre réglementation ou dans notre code ou dans notre loi, on a une surtransposition. On en fait toujours un peu plus que les autres. Résultat, nos contraintes sont telles qu'on est très en retard par rapport à d'autres. Alors il ne s'agit pas non plus de faire de la réutilisation des eaux usées traitées la solution, le remède à tous nos maux en matière de ressources en eau, mais c'est une ressource dont il serait idiot de se priver dans les cas où on peut réellement l'utiliser. Alors, des décrets sont sortis là entre août et décembre, et on sent que voilà, les choses vont se mettre en place, mais il va falloir du temps, parce que il faut mettre en place des réseaux, il faut mettre en place des traitements supplémentaires, il faut... voilà. Donc il y a tout un travail qui va se faire, mais on peut espérer que petit à petit, on y arrive, a fortiori, je dirais, parce qu'il se trouve qu'on a aussi bien dans nos laboratoires de recherche que dans les entreprises en France, grands groupes comme PME, il y a un vrai savoir-faire autour de ces questions-là. Et finalement, on n'était pas en mesure de mettre ça en place chez nous. Et c'était du coup même un peu compliqué pour toutes ces équipes qui ont un vrai savoir-faire, de le faire à l'export. Parce qu'évidemment, quand vous venez dans un pays étranger et que vous venez, vous expliquez que vous avez une technologie, la première chose qu'on vous demande, ce sont les exemples que vous avez développés chez vous. Voilà. Et donc là, c'était pas vraiment très commode.
Donc voilà. On a aussi des enjeux sanitaires. Et ça, je crois qu'on les a assez présents à l'esprit parce qu'il y a de temps en temps des problématiques qui sortent sur la contamination. L'eau, c'est une source de vie, mais c'est aussi un vecteur de maladie, de manière directe ou indirecte. Des contaminations chimiques, pesticides, des résidus de médicaments, des contaminants émergents, etc. Puis vous avez aussi, l'eau peut être parfois un vecteur de maladies infectieuses, virales, bactériennes, parasitaires, transmises par l'eau. L'eau est à l'origine de à peu près un peu plus de 2 500 000 morts par an. Ce qui, pour quelque chose qui est indispensable à la vie, est quand même assez paradoxal, franchement. Et si je regarde un petit peu plus, voilà, donc vous avez un petit peu plus de 2 500 000 morts par an, et vous avez notamment, par exemple, 1 500 000 décès par an causés directement par l'eau, puisque c'est causé par des maladies diarrhéiques qui sont liées à la mauvaise qualité de l'eau qui est ingérée. Et sur ces 1 500 000 décès par an, vous avez 500 000 enfants de moins de 5 ans qui décèdent chaque année parce que l'eau qu'ils consomment est une eau de mauvaise qualité, qui leur donne des diarrhées et qui sont trop petits pour arriver à lutter contre cette déshydratation. Donc voilà, l'eau qui est un vecteur de maladie, est aussi un vecteur de vie, pardon, est aussi parfois un vecteur direct de mort. Puis vous avez aussi des maladies dans lesquelles l'eau a un rôle indirect d'une certaine manière. Si je regarde ici le paludisme, il y a un moment dans le cycle du parasite, il y a un moment où il faut qu'il passe par les moustiques, puisque c'est des moustiques qui nous piquent, et on n'est plus tout à fait indemne de ça, parce que maintenant des moustiques, on en a aussi beaucoup. J'imagine qu'à Toulon, c'est comme à Montpellier, et que l'été en particulier, voilà, on se pulvérise, on se badigeonne de tout un tas de produits, on fait brûler des tortillons, enfin on essaye de faire comme on peut contre les moustiques. Et finalement, le moustique va pondre dans l'eau, et c'est une étape qui est absolument indispensable. Vous avez d'autres types de maladies. Vous avez l'onchocercose. L'onchocercose, c'est une maladie qui rend les gens aveugles. C'est ce que vous évoquiez tout à l'heure, ce sont les simulis. Ces simulis sont des petites mouches noires, elles vous piquent, et quand elles vous piquent, elles vous ingèrent elles vous injectent des filaires, et ces filaires, progressivement, vont migrer vers le nerf optique. Et quand ils sont suffisamment nombreux, eh bien, vous devenez aveugle. Et il y a beaucoup d'endroits comme ça en Afrique où les gens ont déserté des régions qui étaient des régions, on va dire, sur le haut des cours d'eau, très en amont des cours d'eau, donc là où il y a encore de la pente, du mouvement, et donc une eau qui est oxygénée, une eau qui est de bonne qualité. Et moi j'ai eu l'occasion de survoler beaucoup d'endroits comme ça en hélicoptère, et c'est assez triste parce que vous aviez des zones qui étaient des zones a priori favorables, et donc les gens s'y installaient, et puis vous passez, vous n'aviez plus que des ruines finalement de villages, parce que les gens avaient progressivement déserté ces endroits qui étaient pourtant des endroits favorables finalement pour s'installer, parce qu'il y avait de l'eau, et de l'eau de bonne qualité. L'OMS a mené un gros programme, moi j'ai eu la chance de participer à ce gros programme, et l'onchocercose a pu être quasiment éradiquée sur à peu près 3 millions de kilomètres carrés en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Et on voit aujourd'hui des populations qui réinvestissent des régions qui avaient dû être abandonnées, et ça, je trouve que c'est vraiment un beau résultat. Si je continue, vous avez des enjeux qui sont des enjeux sociétaux et qui sont importants. Alors, vous avez plus de 4 milliards de gens qui n'ont pas de services d'assainissement sûr, de services d'assainissement de qualité. Ça veut dire que vous avez encore aujourd'hui sur cette planète pratiquement la moitié de la population qui rejette l'eau là où elle vit, sans que cette eau soit collectée, dirigée vers des stations, traitée et réinjectée ensuite dans le cycle naturel, dans le milieu naturel. Donc, voilà. Donc c'est des gens qui rejettent l'eau sur place, et cette eau, elle va contaminer, l'eau va s'infiltrer, etc. Et elle va contaminer la ressource que les gens utilisent. Et puis vous avez
vous avez à peu près 30% de la population mondiale qui n'a pas accès à de l'eau potable à domicile. Et ça veut dire qu'il faut aller chercher cette eau. Et dans un certain nombre de pays, et en particulier dans des pays du Sud, et beaucoup en Afrique, dans 80% des cas, cette collecte de l'eau qu'il faut aller chercher au-delà de son domicile. Juste un point, pour les Nations Unies, avoir de l'eau potable à domicile, ça veut dire avoir de l'eau potable, donc d'une eau de qualité, dans un rayon de 15 minutes à pied autour de chez vous. Ce n'est pas tout à fait la même notion que la nôtre d'avoir accès à de l'eau potable à domicile. Donc quand vous n'êtes pas dans ce cas de figure, dans 80% des cas, ce sont les femmes et les filles qui sont chargées de cette collecte de l'eau. Et les Nations Unies, l'UNESCO en particulier, a fait un travail, a évalué que chaque jour, je ne me trompe pas, c'est bien chaque jour, ça correspondait à 200 millions d'heures qui sont perdues pour la scolarité des filles, puisqu'elles vont chercher de l'eau. Et ça veut dire que le même jour, eh bien, vous avez ce différentiel entre la scolarité des garçons et des filles dans beaucoup d'endroits. Et ça, c'est un facteur de discrimination dont, dans beaucoup d'endroits, les femmes se passeraient volontiers parce qu'il y a déjà suffisamment d'autres facteurs de discrimination dans beaucoup de sociétés à la surface de la planète. Donc ça, c'est vraiment un travail qui est un travail... Et nous, on l'a au centre de Montpellier, au centre UNESCO de Montpellier, on a pris ça à cœur et on est en train de redynamiser et d'essayer de créer des chaires UNESCO qui travaillent précisément sur la place des femmes dans tout ce qui touche aux problématiques de l'eau. Aujourd'hui, il y a 3 de ces chaires sur le continent africain, il y en a une au Brésil, il y en a une autre en République dominicaine, et on est en train de travailler pour en créer une à Cuba et une autre au Sénégal. Le sujet est un sujet important. D'autres sujets importants, voilà, toujours sur ces problématiques de société, qui sont aussi, d'une certaine manière, des problématiques de santé. Vous avez aujourd'hui 3 milliards d'humains qui ne peuvent pas se laver les mains, dans la mesure où, précisément, ils n'ont pas accès à une eau de qualité à domicile. Se laver les mains, c'est un truc qui me semble tellement banal. Voilà. Là, vous avez 3 milliards de gens sur cette planète qui ne peuvent pas. La prochaine fois que vous vous laverez les mains, il y a juste une pensée pour ces gens-là, parce que c'est plus compliqué. Moi, ça, je vais passer parce que je viens d'en parler. Vous avez aussi des enjeux qui sont des enjeux évidemment économiques et financiers. Les inondations, 30% des catastrophes naturelles, 70% de la mortalité occasionnée par les catastrophes naturelles, un tiers des coûts liés à ces catastrophes. Vous avez un marché mondial de l'eau et du traitement des eaux usées qui représentait 265-270 milliards de dollars en 2018, à la fin des années 2010. Vous avez aujourd'hui des investissements dans le domaine de l'eau qui sont d'environ 75 milliards d'euros par an, mais vous voyez que les besoins de financement totaux sont beaucoup plus importants. Et donc, il faudrait réinvestir, notamment pour améliorer la qualité des réseaux de distribution, pour mettre en place des infrastructures d'assainissement, là où il n'y en a pas, pour entretenir le tout, et on est très loin du montant des investissements nécessaires. Vous avez aussi des enjeux qui sont des enjeux politiques et géopolitiques, quand il s'agit de partager une ressource, et que cette ressource, finalement, elle coule toujours de l'amont vers l'aval. Et si vous êtes en aval, vous êtes un peu dépendant de ce qui va se passer en amont. Et vous avez un exemple qui est très frappant, c'est l'exemple de ce qui se passe en ce moment à la frontière entre le Soudan et l'Éthiopie sur le Nil bleu. Les Éthiopiens ont décidé il y a quelques années de mettre en place un grand barrage pour produire de l'hydroélectricité. Et quand je dis un grand barrage, c'est un barrage à plusieurs milliards de mètres cubes d'eau. Et évidemment, au moins pendant toute la phase qui va être la phase de remplissage, ça va avoir un impact sur les écoulements en aval de ce barrage. Et donc ça va avoir un impact sur le Nil un peu plus loin. Et le Nil, c'est grosso modo l'unique réserve d'eau pour l'Égypte. Quand vous survolez l'Égypte en avion, vous voyez le Nil. Voilà. Et à côté, vous voyez du sable.
Et il y a un barrage que vous connaissez sans doute, qui est le barrage d'Assouan, qui régule les crues du Nil et qui permet justement de maîtriser cette ressource. Je peux vous dire que les Égyptiens sont extrêmement attentifs à ce qui va se passer pendant le remplissage du barrage dit de la Renaissance éthiopienne. Donc là, on sent qu'il y a des tensions qui peuvent être extrêmement importantes. Et puis je vous passe le Tigre, l'Euphrate, etc. La Turquie met en place des barrages sur l'amont du Tigre, l'Euphrate, et donc derrière, la Syrie, l'Irak sont des pays qui vont être impactés, qui sont déjà impactés. Et puis vous avez des endroits où finalement ça peut bien se passer. Vous avez des endroits où il y a 300 endroits identifiés par les Nations Unies comme étant véritablement des lieux potentiels de conflits et de conflits violents, parce que la ressource est partagée, elle est transfrontalière. Et vous avez des endroits où ça marche bien. Moi je regarde, et finalement ce qui me plaît, c'est qu'on a souvent une image du continent africain qui est une image dans laquelle il y a des guerres, des violences, c'est vrai, il y en a, mais il y a aussi des choses qui marchent bien. Et moi j'ai longtemps travaillé, vécu et travaillé sur le continent et dans cette région d'Afrique de l'Ouest. Et vous avez par exemple sur le fleuve Niger, il y a 9 pays qui sont concernés, et il a été mis en place au milieu des années 60 l'ABN, qui est l'autorité du bassin du Niger. Et alors tout ne se passe pas toujours de manière détendue, mais finalement, de manière raisonnable, concertée, et ces pays travaillent au sein de l'autorité du bassin du Niger pour faire en sorte que cette ressource en eau qui est extrêmement importante, tout à fait exceptionnelle, extrêmement importante, puisse bénéficier à l'ensemble des pays qui en ont besoin. Donc il y a aussi des choses qui marchent, et c'est la preuve que de temps en temps, on peut s'entendre. Là, je vais passer rapidement sur le type de réponse. Juste ce que je voudrais, c'est insister, parce que, vous savez, il y a eu une conférence des Nations Unies sur l'eau, vous ne le saviez peut-être pas, mais en mars 2023. Et c'est la première conférence des Nations Unies sur l'eau qui s'est tenue depuis 1977. Donc pendant près de 50 ans, il n'y a pas eu de conférence thématique des Nations Unies sur la question de l'eau. Et quand même, on voit bien que c'est quelque chose qui a un vrai impact sur nos sociétés humaines, sur la façon dont on vit, on travaille, etc. Et donc il y a eu enfin une conférence des Nations Unies. Alors c'est important, vous allez me dire oui, non, c'est vrai que les Nations Unies, c'est parfois... qui est-ce qui appelle ça le machin? C'est le général de Gaulle, je crois. Mais en même temps, à un moment donné, envoyer un signal d'une espèce de mobilisation, d'une espèce de mise en place, d'une gouvernance mondiale autour d'un sujet, c'est important. On voit bien aujourd'hui, finalement, les objectifs de développement durable. Même si on ne les atteindra pas à l'horizon 2030, en même temps, le pari d'arriver au bout de ces objectifs en 15 ans, de 2015, était un pari intenable. Mais tout le monde aujourd'hui a les objectifs de développement durable à l'esprit. Et donc là, voir qu'une forme de gouvernance mondiale, 46 ans après, se décide enfin à réunir une conférence mondiale sur l'eau, c'est quelque chose d'important. Ça envoie un signal important. A fortiori parce qu'on sait, il y a un calendrier qui se met en place, que la prochaine, ça sera en 2026, et qu'il y en aura une troisième en 2028. Et qu'on peut espérer, ce qui n'existe pas jusqu'à présent, que les Nations Unies identifient et désignent un envoyé spécial des Nations Unies pour l'eau. Il n'y a pas de COP eau, il y en aura peut-être une un jour, il n'y en a pas, mais voilà, on sent qu'il y a une prise de conscience et elle est importante, elle permet de mobiliser. Donc ça, je vais passer, parce que l'heure tourne quand même. Voilà, et juste pour vous dire où est-ce qu'on en est, finalement, aujourd'hui. Ça, c'est la situation des nappes au 1er novembre. Au 1er novembre, comme vous voyez, hein, finalement, tout ce qui est vert, jaune, orangé et rouge, c'est pas extraordinaire. Voilà. Et donc au 1er novembre, franchement, la situation n'était pas très brillante. En dépit des... alors, je ne parle même pas de l'arc méditerranéen, en dépit des nombreuses dépressions qui se sont succédées pendant tout l'automne sur la France, en tout cas sur la partie nord et centre de la France. Donc on en était là,
au 1er novembre. Et puis il a continué à pleuvoir. On a des compatriotes dans le nord qui sont bien placés pour le savoir, malheureusement. Il a continué à pleuvoir et à pleuvoir de manière importante. Et voilà. Qu'est-ce qui se passe? Non, pardon, c'est moi qui me suis trompé. Et donc le BRGM a sorti là au 1er janvier, chaque 1er du mois, le BRGM fait une mise à jour du niveau des nappes. Et ce qu'on voit, c'est que petit à petit, les choses s'améliorent. Alors, dans le sud, on a encore du chemin à faire, mais on voit que dans bon nombre d'endroits, on est même dans des situations qui sont des situations très excédentaires. Et donc, il y a des endroits où, a priori, on peut penser que le prochain été devrait se dérouler dans de meilleures conditions que les deux qui viennent de se passer. Parce que c'est ça qui était très surprenant finalement, c'est que dans certaines régions, la Bretagne, ou moi je suis né dans les Pays de la Loire, voilà, c'est des endroits où finalement la question de l'eau est une question qu'on ne se posait jamais. Et pourtant, il y a des endroits en Bretagne, dans les Pays de la Loire, où les préfets ont pris des arrêtés. Et là, on peut penser quand même que les choses s'améliorent. Mais ce n'est toujours pas le cas chez nous, sur l'arc méditerranéen. Vous êtes un peu mieux lotis que nous dans ce qui était le Languedoc auparavant. Et je ne parle même pas de nos amis des Pyrénées-Orientales. C'est le désert absolu. On est sur un régime pluviométrique qui est un régime qui, ailleurs, est qualifié de désertique. C'est-à-dire qu'on est à moins de 200 mm par an précipités dans les Pyrénées-Orientales depuis 2 ans. Donc les PO sont en climat désertique depuis 2 ans. Et ça devient dramatique. Et franchement, c'est très compliqué. Et si on regarde un petit peu ce que ça donne en matière d'arrêtés préfectoraux, vous voyez qu'il n'y a plus finalement que dans ces départements qu'on est encore, de petites exceptions là, mais on est encore ici, sur toute cette partie languedocienne, encore obligé, on a encore des arrêtés qui sont des arrêtés de niveau élevé, alerte renforcée ou crise dans les Pyrénées-Orientales. Donc là, moi je vois l'état de mon jardin, pour parler de manière très prosaïque, je peux vous dire que c'est pas brillant. Et on a eu un peu de pluie il y a 10 jours, voilà, il est tombé 50-60 mm, mais pour l'instant il n'y a plus rien à l'horizon. Et donc voilà, ici on est encore dans des situations comme ça, et s'il ne pleut pas au printemps, puisque c'est avec l'automne la période pendant laquelle, en principe, en climat méditerranéen, on a des précipitations, l'été, dans le Languedoc, va être un été extrêmement compliqué. Alors, pour essayer d'aller un petit peu vers tout ça, finalement, le gouvernement a mis en place un plan eau, avec 53 mesures. Je ne vais pas vous les détailler. Voilà, donc il y a un constat qui est fait. Vous avez ici la notion entre prélèvement et consommation. Ce que vous voyez ici, c'est qu'en matière de prélèvement, le numéro 1, ce sont les centrales nucléaires, mais c'est de l'eau qu'on prélève et qu'on remet en grande majorité dans le système ensuite. A l'inverse, en matière de consommation, le numéro 1, ce sont les usages agricoles. Où là, on prélève et on ne remet pas dans le circuit puisque on arrose, on irrigue, la plante prend, la plante évapore, et ça ne vient pas de toute façon se remettre dans les cours d'eau, dans les nappes, etc. Ça, c'est quelques chiffres qui vous montrent le travail actuel qui est le nôtre, finalement, et ce sur quoi nous devons nous concentrer. On a moins de la moitié des eaux de surface qui sont en bon état écologique, donc on a du travail. Ça, c'est notre consommation, ce qu'on sait, on est à peu près à 150 litres. Voilà. Vous avez ici le prix moyen de l'eau. Voilà. En fait, un mètre cube d'eau, c'est pas très cher. C'est toujours désagréable d'avoir à payer une facture, mais quand on regarde par rapport à d'autres choses, la facture d'eau, c'est pas très cher. Un mètre cube d'eau, c'est moins cher que... ça vaut même pas la moitié d'un paquet de cigarettes. Donc, voilà. Et pourtant, on se doute que, du coup, évidemment, il y aura sans doute un levier qui sera à actionner là pour faire en sorte de réduire un peu notre consommation. On voit aujourd'hui des tarifications progressives et solidaires se mettre en place. Je crois que Dunkerque l'a fait il y a déjà plusieurs années.
On vient de le faire à Montpellier. Depuis le 1er janvier de l'année dernière, vous avez les 15 premiers mètres cubes d'eau qui sont gratuits, et qui sont gratuits pour tout le monde. Ce qui permet de diminuer la facture des gens qui sont dans des situations plus modestes ou précaires parfois. Et puis au fur et à mesure que vous devenez consommateur important, voire très gros consommateur, le mètre cube d'eau devient de plus en plus cher. Et ça, le bilan qu'il y a sur Dunkerque fait qu'on a réussi à économiser, l'agglomération de Dunkerque a baissé sa consommation d'eau d'à peu près 10%. Donc on peut penser que ce type de tarification progressive et solidaire va probablement se mettre en place dans différents endroits. Et puis c'est ce que je disais tout à l'heure, on a à peu près 1 mètre cube d'eau qui est perdu sur 1 mètre cube d'eau sur 5 qui est perdu. Voilà, je m'approche de la fin. Juste, qu'est-ce que c'est que ce plan-là? En fait, ce plan qui a été mis en place par le gouvernement, il a été mis en place de mémoire le 30 mars l'année dernière. L'idée de ce plan, c'était finalement, il n'y a rien de révolutionnaire dedans. Il n'y a rien de révolutionnaire et il se met, à mon avis, en œuvre de manière un peu lente. J'évoquais tout à l'heure le fait qu'on commence à avoir, par exemple, des arrêtés qui nous permettent de desserrer un peu les contraintes sur la réutilisation des eaux usées traitées. Et voilà, donc l'idée c'est quand même, vous savez, en France on est très jacobin, donc à un moment donné, même s'il n'est pas révolutionnaire, qu'il y ait un plan national dans notre façon de faire et notre organisation, c'est quelque chose d'important. Ensuite, les régions déclinent les choses petit à petit. Je connais mieux ce qui se passe en Occitanie que dans votre région, par exemple. Mais en Occitanie, il y a un plan eau régional qui s'est mis en place, qui a un double objectif, c'est de réduire la consommation de 10% sur la région Occitanie et de travailler assez rapidement à avoir 10 millions de mètres cubes d'eau en réutilisation des eaux usées traitées. Voilà, donc le fait qu'il y ait un cadre général, qui est des objectifs qui sont très simples finalement, et qui donc vont se décliner sous forme de réglementation, organiser la sobriété des usages pour tous les acteurs, ça c'est important, optimiser la disponibilité de la ressource et préserver la qualité de l'eau. Vous allez me dire, ce sont des banalités, mais qu'à un moment donné, ça soit écrit dans un plan national auquel un certain nombre d'acteurs, collectivités territoriales, entreprises, associations, etc., vont pouvoir se raccrocher, c'est absolument essentiel dans une organisation comme la nôtre. Pour terminer, je voudrais simplement rappeler 2 ou 3 petites choses. Le fait que la gestion des ressources en eau, comme on vient de le voir finalement, c'est quelque chose qui met en avant des sujets qui sont des sujets clés, et en particulier, mais pas seulement, mais en particulier dans les pays en développement. La place des femmes, je l'ai évoqué tout à l'heure. La participation des populations, je fais partie de ceux qui pensent que les approches pertinentes sont des approches qui mobilisent et intègrent les citoyens dans les processus de décision, parce que sans ça, si les gens n'adhèrent pas, ils ne mettent pas en œuvre. La bonne gouvernance, les questions de santé, d'impact de développement, les préventions des conflits, les flux migratoires, on voit que finalement, ces questions-là, on pouvait se les poser, mais sans qu'il y ait un shift immédiat sur les questions de l'eau. Et on vient de voir que finalement, chacun de ces points est directement impacté par la question de la ressource en eau. Ce qui veut dire que d'une certaine manière, tous ces enjeux font de la question de l'eau un des éléments centraux des grands courants qui structurent notre civilisation. La démocratisation, avec les questions de gouvernance, l'organisation de la société civile, gouvernance, participation, place des femmes, le développement durable, les impacts environnementaux, la lutte contre la pauvreté. L'eau, elle intervient dans tous les processus de création et d'activité. Et puis les réflexions, évidemment, sur les biens publics mondiaux et leur utilisation. Et donc, ce qu'on voit, c'est qu'on a des besoins d'approches qui sont des approches intégrées. Il faut prendre en compte tous les acteurs, interdisciplinaires, évidemment, et participatifs. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir qu'on s'habitue, sur une question aussi essentielle que l'eau, à travailler sur la base des compromis. On n'est pas très fort en France, notamment sur la question des compromis. On préfère affirmer haut et fort notre point de vue. Mais voilà.
il va falloir pourtant travailler dans ce sens-là, sans ça, ça va être la guerre permanente. Et je conclurai sur cette dernière diapositive, voilà, en essayant de rappeler quelques petites choses. D'abord, moi, il y a des gens qui sont capables de traiter des questions de l'eau avec des solutions simples et une fois pour toutes. J'ai un peu de mal avec ça. Je pense qu'il y a peu de cas où des problèmes à haut niveau de complexité, et c'est le cas de la ressource en eau, compte tenu de son absolue transversalité, ces problèmes-là ont rarement des solutions simples. Je pense qu'on a besoin, alors encore une fois, les efforts de décarbonation, les problèmes d'impact climatique, etc., sont évidemment le background permanent sur tous ces sujets-là. Mais au-delà de nos efforts de décarbonation, il va falloir qu'on fasse preuve d'intelligence collective pour être capable finalement d'associer ces différents éléments. C'est-à-dire un changement de culture par rapport à l'eau. Nous n'avions pas l'habitude d'avoir une ressource qui manque. Nous avions l'habitude d'une ressource abondante et immédiatement disponible. Et bien, il va peut-être falloir changer un petit peu de point de vue à ce niveau-là. Il va falloir être efficace dans l'utilisation de chaque goutte d'eau. Et c'est comme ça qu'on arrivera à une sobriété qui soit une sobriété, bien étudiée, bien construite. Parce que sans ça, on peut couper 10% partout et dire, voilà, on a coupé 10% partout. Mais il y a des endroits où ça fera plus de dégâts que d'autres. Donc essayons d'être efficaces dans chaque goutte d'eau qu'on va utiliser. Il va falloir promouvoir le dialogue entre des usages qui sont compétitifs, qui sont concurrentiels. Et le dialogue doit déboucher sur des compromis. On n'y arrivera pas autrement. Et enfin, parce que je suis un scientifique et que je trouve que la science est souvent trop mal vue et trop attaquée dans ce pays ces dernières années, on a besoin de l'apport de la science et de la technologie. Et je me permets juste de paraphraser, vous enlevez eau et vous rajoutez planète, et vous mettez planète, et c'est ce que Alain Aspect, prix Nobel de physique il y a peu de temps, avait dit. Donc, si on paraphrase, pour nous, ça fait « Nous ne réglerons pas les problèmes de l'eau contre la science, mais avec elle », et je pense que ça, on a besoin de s'en souvenir et de le mettre en pratique tous les jours. Voilà, je vous remercie. Qu'est-ce que tu veux? Le micro. Et là. Première question. Ah, oulala. Quel empressement. Je vous remercie pour cet exposé. J'ai deux questions. La première, j'ai été frappé par le faible pourcentage en France de réutilisation des autres usées. Comment l'expliquez-vous, égard au fait que les deux premières entreprises mondiales de gestion de l'eau sont françaises? Et le deuxième, rapidement, une analyse technique de l'intérêt ou de l'absence d'intérêt des superbassines et autres réservoirs d'eau dans l'usage agricole. Vous pouvez répondre? Oui, si vous voulez. Je peux répondre. Je vais m'asseoir parce que sans ça, je ne suis pas sûr que ma voix passe sur le micro ou je parle assez fort. Si ça passe là? Oui, très bien. Je préfère rester. Alors sur le premier, finalement, le problème est réglementaire. Le problème est réglementaire. Nous avons effectivement les champions, les entreprises qui sont championnes dans tout ce qui est service autour de l'eau. Mais pour autant, les questions étaient des questions réglementaires et notamment sur les aspects sanitaires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est du côté des agences régionales de santé que les décrets qui sont en train d'être publiés vont nous permettre de desserrer les contraintes. Derrière, il y a aussi des freins qui sont des freins psychologiques. C'est-à-dire que aujourd'hui, par exemple, on continue à nettoyer les voiries, à faire de l'hydrocurage, mais nettoyer les voiries, arroser des espaces verts publics avec de l'eau potable dans beaucoup d'endroits. On comprend bien que dans la situation actuelle, c'est quelque chose qu'il faudrait corriger. Mais pour autant, si vous, par exemple, si on prend le cas des espaces verts publics, vous allez avoir des gens qui vont être terriblement craintifs
par rapport à l'hypothèse que ça puisse générer des aérosols potentiellement contaminants. Donc il faut aussi lever ces freins-là, qui pour le coup sont des freins qui sont des freins psychologiques. Et donc il y a tout ce travail qu'il faut faire, et en plus de ça, maintenant qu'on a, on va dire, le feu vert généralisé, mais en tout cas pour un certain nombre d'usages, on a cette possibilité, mais il va falloir mettre en place les traitements, ce qu'on appelle des traitements tertiaires, en fonction de l'usage qu'on veut faire de ces eaux qu'on va réutiliser. Il va falloir leur donner un traitement supplémentaire. Si vous voulez faire un usage agricole, si vous voulez arroser, si vous voulez nettoyer la voirie, vous n'aurez pas les mêmes besoins en matière de qualité d'eau. Donc il faut mettre en place ces traitements, puis ensuite, il faut mettre en place le système qui va vous amener l'eau jusque là où vous en aurez besoin. Donc ça va se mettre en place progressivement, les contraintes réglementaires se desserrent, et pour le coup, c'est ce que je disais tout à l'heure, on a un vrai savoir-faire de la part de nos entreprises, que ce soit les grands groupes ou les PME. Donc on devrait être en mesure rapidement de gagner du terrain dans ce domaine. Et à mon avis, c'est bienvenu partout où on pourra le faire et où ça aura du sens de le faire. Sur la seconde question, qui est celle des... Moi je l'appelle ça, le terme technique, c'est des réserves de substitution. Je vais vous faire une réponse, vous allez peut-être considérer que ce n'en est pas une, mais je pense que, et là c'est le scientifique qui parle, les gens qui vous disent il ne faut faire aucune réserve de substitution se trompent. Et les gens qui vous disent il faut faire des réserves de substitution partout se trompent. La difficulté qu'on a avec les problématiques liées à l'eau, c'est que la mise en œuvre des solutions dépend d'abord et dépendra toujours du contexte local. C'est-à-dire dépendra de la nature des activités, dépendra du type d'acteur qui est concerné, dépendra du type, en l'occurrence, puisqu'il s'agit là de travailler sur les nappes, du type de nappe et donc du fonctionnement de ces nappes. Et donc il n'y a aucun endroit, il n'y a aucune solution qui, en l'occurrence, puisse être une solution universelle. Ça, c'est sur le plan technique. Après, ce sont d'autres problématiques qui rentrent en ligne de compte. Ce sont des questions politiques, ce sont des questions de choix qui doivent être faits. Ce sont des questions agricoles. La culture a besoin d'évoluer. Mais on n'évolue pas dans le milieu agricole en l'espace de 6 mois. Donc il y a une transition qui est nécessaire. Donc il faut mettre en place cette transition. Mais si vous demandez aux gens de mettre en place une transition, il va falloir les accompagner dans cette transition. Vous ne pouvez pas du jour au lendemain dire c'est fini, on arrête tout ça, terminé. Et donc, mon point de vue, c'est que dans certains endroits, il faut effectivement mettre en place des réserves de substitution, à condition que ça s'inscrive dans une transition et qu'on soit vigilant quant à la réalité de cette transition. Ce que je peux vous dire sur les réserves de substitution. Et qu'en tout cas, juste pour compléter, ce que je regrette sincèrement, c'est que du fait qu'on ne soit pas capable de dialoguer et que la nature des interlocuteurs, en l'occurrence, soit d'avoir des interlocuteurs extrêmement campés sur leur position dans un camp comme dans l'autre, fait que le dialogue est extrêmement difficile. Mais c'est là où le rôle des pouvoirs publics doit être important et où on doit contraindre les gens à se mettre autour d'une table et à discuter et à travailler ensemble à la définition d'objectifs qui doivent être partagés. Les élus ont tout leur rôle à jouer là. De mon point de vue, ils ne le jouent pas suffisamment. Bonsoir, monsieur. Dans votre exposition, vous ne parlez nullement de la transformation de l'eau salée en eau douce. Pouvez-vous en toucher un mot, peut-être? Absolument. Alors, aujourd'hui, il y a deux types de... Finalement, on procède selon 2 manières différentes. Soit on utilise la technique classique qui consiste finalement à chauffer l'eau, un peu une technique d'alambic, hein, on chauffe de l'eau, puis on récupère la vapeur, on la recondense et on récupère de l'eau. Soit, et moi j'ai dans le centre UNESCO des équipes qui travaillent sur cette approche-là, on utilise des procédés membranaires et par technique d'osmose inverse, on fait passer l'eau dans ces membranes et on laisse d'un côté les molécules et on récupère l'eau de l'autre côté. Le problème auquel on se heurte, c'est celui du coût de cette technologie. Chauffer l'eau, alors
je reviendrai sur l'autre après. Mais chauffer l'eau, aujourd'hui, ça nécessite des quantités d'énergie qui sont colossales. Et donc c'est très compliqué, c'est très cher. Et c'est la raison pour laquelle finalement, mis à part dans les pays du Golfe, où cette technique est utilisée de manière importante parce qu'il n'y a pas de problème d'accès à une énergie bon marché, ailleurs, on l'utilise finalement assez peu. L'autre technique, la technique à travers des procédés membranaires, est une technique qui est moins énergivore. On gagne à peu près de l'ordre, on va dire, de l'ordre de 25 à 30% au maximum en matière, on économise de 25 à 30% d'énergie. Le problème qu'on a, c'est qu'il faudrait aujourd'hui pouvoir généraliser ce système à des systèmes membranaires de très grande taille. Et aujourd'hui, ça reste encore un petit peu à développer. Donc, ce qui fait que cette technique, elle existe, on a besoin de la développer, de l'améliorer, de la rendre moins énergivore pour en faire véritablement une solution. Ça n'est aujourd'hui finalement qu'une solution en dernier recours si on n'a pas d'autre moyen que celle-ci. Parce que il y a un autre problème qui est que vous créez des éléments qui sont sursalés, des saumures, qui vont avoir un impact sur du point de vue environnemental. Pardon. Donc voilà, on a ce double problème d'énergie et ce double problème d'impact environnemental, ce qui fait que c'est une solution qu'on ne met pas en avant aujourd'hui. Une autre question? Une incidente, il semble que le problème du paludisme soit en voie d'être éradiqué. On a trouvé un vaccin contre le paludisme. Il reste à voir s'il est efficace. Ma question porte sur le département des Pyrénées-Orientales. Pourquoi ce département se trouve en instance de désertification et pas ses voisins? Est-ce qu'il est impacté par la Méditerranée? Parce qu'on en a entendu parler, mais on ne nous a pas toujours donné les bonnes raisons, ou je ne les connais pas. Alors, si vous regardez, en fait, aujourd'hui, c'est le même problème sur la Catalogne de l'autre côté des Pyrénées, où les précipitations sont extrêmement faibles. C'est lié à l'organisation climatique, à l'organisation des systèmes de précipitation. Ils sont déjà plus rares sur la côte languedocienne qu'ils ne l'étaient, d'une manière générale, mais ils sont encore plus rares au sud qu'ils ne le sont un peu plus au nord. Vous savez, parfois, les systèmes climatiques évoluent sur des distances qui sont des distances très faibles. J'ai longtemps vécu en Côte d'Ivoire, à Abidjan, qui est sur le golfe de Guinée. Il tombait, en tout cas, à l'époque où j'y étais, entre 1600 et 1800 mm d'eau par an. Vous faites 5 à 600 km vers le nord et vous êtes en régime subsahélien. Donc vous avez une évolution qui est très rapide sur des gradients sud-nord, en l'occurrence, avec des systèmes précipitants qui sont très rares et puis qui augmentent un petit peu. On n'est pas très brillant aujourd'hui dans l'Hérault, par exemple, mais on se porte un petit peu mieux que les Pyrénées-Orientales. Et ce à quoi on s'attend, et je lisais ce matin un article sur des problématiques qui sont vérifiées aujourd'hui dans le sud de l'Espagne et dans le sud du Portugal. L'Andalousie, par exemple, et donc le sud du Portugal, n'ont pas de précipitations. C'est dramatique, mais c'est vraiment dramatique. Et on ne prévoit pas, les modèles climatiques ne prévoient pas d'amélioration dans les années qui viennent. Donc il va falloir s'adapter, il va falloir imaginer des solutions pour faire en sorte que, on puisse continuer à vivre, deux, qu'il y ait des systèmes de production qui persistent. L'adaptation va être brutale et compliquée. Merci. S'il n'y a pas trop de questions, je voudrais vous parler un petit peu de Toulon, puisque vous avez annoncé de nouvelles lois. Et effectivement, il y a une commission eau qui a été créée au niveau de la métropole toulonnaise, qui commence tout doucement à prendre en compte ces enjeux, de créer quelque chose d'expérimental à la Seine au début pour utiliser une partie des eaux, sachant qu'une grosse partie des eaux toulonnaises sont éjectées au niveau du Cap Sissier, donc derrière une colline.
Et il y aurait un gros problème. Là, pour mettre en place la réutilisation d'une grosse partie des eaux usées de la métropole, il y aura un gros problème pour les faire remonter à travers la montagne, puisque le tunnel qui permet d'amener l'eau n'est pas suffisamment grand. Il faudrait recreuser un tunnel sous la montagne pour pouvoir récupérer à nouveau l'eau. Donc ça fait partie des enjeux auxquels la métropole commence tout juste à réfléchir. Mais je pense de toute façon que la perception de cette situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui est évidemment beaucoup plus récente qu'ancienne. Et je crois qu'aujourd'hui, on comprend. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas des années, y compris sur le bord de la Méditerranée, des années pluvieuses. Mais pour autant, la règle sera sans doute d'avoir des années beaucoup plus sèches que ce qu'on connaissait il y a encore peu de temps. Et donc il va falloir s'adapter, et moi je le vois aussi dans l'Hérault, petit à petit les choses se mettent en place, les organisations se mettent en place, les sociétés d'aménagement travaillent là-dessus aussi. Nous on a en Languedoc, on a un projet qui s'appelle Aquadomicia, qui est porté par BRL, l'équivalent de la Société du Canal de Provence, et qui permet d'amener de l'eau dans certains endroits, de l'eau du Rhône dans certains endroits. Bref, il y a tout un travail qui commence à se mettre en place, de réflexion partagée entre les différents types d'acteurs pour arriver à faire en sorte que des solutions puissent être apportées compte tenu des interrogations et des besoins. Parce que voilà, il y a des besoins qui sont là, il va bien falloir trouver le moyen de répondre à ces besoins. Donc c'est une bonne chose que la communauté... Oui, mais il faut du temps. Moi, c'est ça, si vous voulez, ce que... D'abord, parfois, il y a des choses sur lesquelles on peut intervenir rapidement. Mais là, l'impact, il est sur tout le monde, à titre personnel, mais il est aussi sur toutes nos activités, agricoles, économiques, industrielles, etc. Et donc, tous les changements qu'il faut mettre en œuvre nécessitent à la fois une réponse rapide, mais aussi la prise en compte d'un temps qui est, sur lequel on ne peut pas jouer, on ne peut pas tout changer sur un claquement de doigts et en l'espace de 6 mois, si c'était le cas. Bien, je crois que nous allons remercier M. Éric Servat. Je voudrais vous dire que nous avons commencé l'année avec un sujet sur la question de l'anxiété. Et je trouve que votre conférence nous a beaucoup apporté dans la mesure où, comment dirais-je, je crois que c'est vous qui le dites, vous êtes un optimiste par nécessité. Voilà. Et je trouve que toutes ces solutions que vous avez données devraient nous permettre non pas d'être anxieux, mais d'être participatifs. Voilà. Je voulais vous remercier encore. Et je vous rappelle, cher public, que la prochaine conférence, c'est Annette Vivorca. Voilà. Merci à tous.